Donc bref, tout ça c'est pour vous rappeler que nous sommes le résultat d'une histoire commune, non seulement à l'échelle de l'humanité, mais de notre vie individuelle. Hein. Donc, dans cette affaire est arrivée progressivement une servitude au travail. Certes, le travail n'est pas qu'une torture, comme on le présente dans certains textes très vénérables. C'est une malédiction. Ah ben non, il ne faut pas exagérer. Bien des gens aiment leur métier. Ce n'est pas le sujet. Je ne dis pas qu'il y a des tâches qui sont en effet tellement absurdes qu'on n'a qu'une hâte, c'est de s'en débarrasser et de changer de métier. Je ne vous dis pas que ce n'est pas le cas. Mais en général, non, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Mais cette servitude, elle a commencé entre ceux qui étaient nomades et qui sont devenus ensuite sédentaires. Et figurez-vous qu'un gars ou une fille qui vivait dans une horde de chasseurs-cueilleurs, il bossait 3 heures, 4 heures maximum par jour. Non, mais il faut quand même se rappeler que le passage à l'agriculture, ça a d'abord été une servitude terrible pour ceux qui ont dû s'y livrer. Bon, là, je vais passer à l'étape suivante, parce que ça se passe il y a moins 3500 ans. Alors, si je vous raconte l'histoire depuis moins 3500 ans, demain, on y est encore. Mais c'est pour dire, la servitude au travail, on l'a acceptée, elle a été le résultat d'un certain nombre de développements, mais il y a eu une amplitude terrible. Et dans le début du travail industriel, les industriels, les patrons, avaient un mal de chien à obliger les gens à rester au même endroit. Parce que ceux qui avaient la culture rurale et agricole, ils ne se voyaient pas faire ça, toute la journée le même geste, tout le temps la même chose. Donc souvent on mettait des murs, pas pour empêcher les gens d'entrer, mais pour les empêcher de sortir en cours de route et d'abandonner le poste de travail. Ça s'est produit comme ça des dizaines de fois. Et le mouvement ouvrier dont nous sommes les héritiers, on dit comme ça, le mouvement ouvrier, par rapport à ce 19e siècle, où ce sont les ouvriers, les ouvrières qui ont constitué les syndicats, qui ont constitué les partis, qui ont commencé à identifier le fait qu'on ne partageait pas honnêtement la richesse produite, que tout ce qu'ils produisaient, évidemment, on ne leur redonnait pas, etc. Ce mouvement ouvrier-là a passé son temps à lutter pour la réduction du temps de travail. C'est lié à notre histoire depuis toujours. La bataille pour la journée de 8 heures, c'est les premières batailles unifiées du mouvement ouvrier mondial. C'est le 1er mai. Le 1er mai vient de cette bataille-là. La première consigne donnée, tout le monde descend dans la rue et fait la grève le 1er mai pour obtenir la journée de 8 heures. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. Et il a fallu qu'il y en ait pour qu'on finisse par arriver à 8 heures. Mais ça a passé par 12 heures, ça a passé par 10 heures. Et puis ensuite, on a voulu que ce soit dans la semaine, la limite. Ah, parce que si on les écoutait même le bon Dieu qui, pareil, s'arrêtait le 7e jour. Mais avec eux, non, personne ne s'arrête jamais. Le travail du dimanche pour tout le monde. Vous les connaissez, mais en tout cas, il a donc fallu se battre là aussi. Chaque fois, c'est venu de nous. La semaine de 40 heures, le Front populaire. La semaine de 39 heures, 1981. La semaine de 35 heures, le gouvernement de Lionel Jospin. C'est toujours venu de nos victoires électorales et de nos luttes avant pour éduquer les esprits et les préparer à l'idée contre leurs propres sentiments d'asservissement, souvent. Ah, mon pauvre jeune homme. Et puis après, il y avait l'année. L'année, c'est les vacances. Raccourcir l'année de travail. Et bien quoi? Les 15 premiers jours, le Front populaire. Les 4 semaines, la Libération. La 5e semaine de congé payé, Pierre Mauroy. Voilà comment ça a été fait. Là aussi, que des victoires par la lutte. Jamais une seule fois, ils ont dit « Ah ben tiens, allez, le pays va mieux, il y a tellement d'argent, il y en a tellement, tellement, le pays n'a jamais été si riche. Allez hop, on vous donne une semaine de repos, ou 1 heure de moins dans la journée, ou 2 heures de moins dans la semaine. » Jamais. Ils trouvent qu'on travaille jamais assez. J'ai participé à la discussion parlementaire sur les 35 heures, je ne suis pas prêt de l'oublier. Alors, pour savoir combien on allait passer à 35 heures, il fallait savoir combien déjà les gens travaillaient. Mais il faut voir comment ils se battaient. Alors, vous aviez les pauvres gars là-bas, du grand marché de Rungis. Pour entrer et sortir d'une chambre froide, il faut mettre une tenue spéciale pour ça, sinon vous êtes mort au bout de 2 allers-retours, puisque vous passez de la température ambiante à moi, je ne sais pas combien. Alors on met la tenue, ça prend une demi-heure, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça ne peut pas faire plus vite.
Ah ben non, c'était pas du temps de travail. On leur disait, mais qu'est-ce que vous racontez? Ils font ça pour leur plaisir. Dans la journée, ils disent, tiens, je vais mettre des bottes, un chapeau, un truc, parce que ça m'amuse. Et puis je vais aller chercher de la viande et la ressortir, parce que c'est excitant comme boulot. Ah, vous riez, mais eux, ça les faisait pas rire. Il y avait le métro et le météore à Paris à l'époque. Il fallait descendre avec les bottes, une échelle, il y en avait pour 40 mètres à descendre. Hein, et après, il fallait marcher pendant 1,5 km dans la bouillasse. Bon, c'est pas du temps de travail. Ah bon, ça leur plaît comme ça de descendre des échelles et de se balader sous terre pour aller avec une pelle, une pioche, faire un trou. Voilà comment ils sont. Ne comptez jamais, vous m'entendez, les plus jeunes, ne comptez jamais sur leur générosité. Ne les croyez jamais capables de vous donner quelque chose. Vous devrez toujours leur prendre. Et si vous êtes ballot, c'est eux qui vous prendront. Alors, et après, il y avait la vie. Eh bien, la première loi sur les retraites, elle date de 1910. Alors pourquoi en 1910, figurez-vous, qu'ils se sont posé la question de faire des retraites? Parce que tout d'un coup, une bête les avait piqués, qui les avait rendus... non, ils avaient très bien compris qu'au-delà d'un certain âge, ça n'avait plus aucune valeur de faire descendre un pauvre gars au fond de la mine ou de faire descendre un gamin. Il a bien fallu les empêcher d'ailleurs de le faire, je ne parle pas des gamins, mais des vieux, ça a été un problème. Le mien d'arrière-grand-père, il est parti, on lui a dit Bardabé, tu peux t'en aller, il avait 75 ans, ça tombe bien, il est mort 6 mois après. Oh, on te donnera un petit quelque chose. Allez vous faire voir, vous et votre petit quelque chose. Nos droits. On ne demande pas l'aumône. On demande qu'à nous, la richesse que vous avez produite. Bon, voilà pour la retraite. 1910. Ça ne marchait pas très bien. C'était la retraite à 65 ans. En 1910. 65 ans. Et maintenant, il est question de faire un grand progrès. La retraite à 67 ans. Et peut-être à 70, parce que l'âge pivot, il se déplace. Ça veut dire qu'on accepterait de perdre complètement la bataille qu'on a menée depuis plus d'un siècle pour obtenir le droit de s'arrêter de travailler quand le corps est usé. Jamais! Combien de temps ça va durer la lutte? Aussi longtemps qu'on peut! On ne cédera pas! On ne lâchera pas! Alors évidemment, c'est comme lui, on casse les tirelires. C'est pas nous qui faisons la grève. Et je ne veux pas ici donner l'impression que je donne des consignes, parce que ce n'est pas moi qui en déciderai. La grève appartient aux grévistes, et c'est vous qui décidez, les gens, de ce que vous voulez faire. Mais il faut que l'autre y comprenne pourquoi on est si enragé. Et comme je vous ai dit au début, comme l'humanisation, c'est un processus. Regardez bien ce qui se passe. C'est pas que les gens n'aiment pas leur boulot. C'est pas que, à la retraite, les gens partent, se mettent au lit, puis toute la journée à regarder le plafond. C'est pas vrai. En contraire, retraité, vous verrez, il en fait plus qu'avant, des fois. Ils en font plus qu'avant. Pourquoi? Il y a une grande différence. C'est que toute ta vie, même si tu aimes ce que tu fais, c'est du temps contraint. C'est pas toi qui choisis, ni à quelle heure ça commence, ni à quelle heure ça finit. Ni si tu vas faire des heures supplémentaires ou que tu vas pas en faire. Ou que tu vas faire comme ci, ou que tu vas faire comme là. Ça s'appelle du temps contraint. Eh bien, on fait avec. Il y en a des contraintes dans la vie. Et puis arrive un âge où le corps est usé, ou l'esprit, ou les nerfs, et on ne peut plus s'astreindre à cette contrainte parce qu'elle devient insupportable à porter. Mais on peut vivre, et que font les retraités? Ils ont du temps, on dit, libre. Qu'est-ce que c'est le temps libre? Ben, c'est le contraire du temps contraint, c'est du temps choisi. Et le temps que vous choisissez d'occuper comme vous voulez, et c'est le moment souvent où beaucoup de gens, tout d'un coup, choisissent d'épanouir des talents qu'ils avaient en eux et qu'ils n'avaient pas le temps avant. Soit qu'ils vont se mettre à faire de la musique, soit qu'ils vont se mettre à faire de la politique, et c'est comme ça que vous retrouvez 43% des maires de ce pays sont des retraités. Mais tant mieux, parce qu'on ne peut pas à tous les âges donner une telle part de sa vie au service du bien commun, parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a les gosses, parce qu'il y a la carrière, qu'il y a plein de choses. Donc cette façon d'organiser la réduction du temps de travail, ben, eux, ils la combattent sur tous les plans. Tous les plans. Et maintenant, ils sont sur la durée dans la vie. 64, 67, 70. Mais le monsieur, il veut aussi changer la durée du travail dans la journée. Parce que dans la journée, vous êtes obligé d'arrêter à une certaine heure, et après, c'est des heures supplémentaires, et après, c'est des heures de nuit. Plus les heures supplémentaires coûtent cher, plus ils ont du mal à en prendre, et nous, on le fait exprès, pour les obliger à aller chercher
d'autres ouvriers, d'autres salariés, d'autres employés de toutes sortes. C'est pour ça qu'on leur met les heures supplémentaires à plus cher. C'est pour ça qu'on le fait. Eh bien, eux, ils ont décidé, que les heures supplémentaires seraient moins chères que jamais. Et ils ont passé la possibilité de les payer que 10% de plus. Je vous rappelle que nous, on voulait 50% à la première. On en était à 25%. Ils l'ont réduit à 10%. Vous comprenez? Si vous augmentez la valeur du travail de 10% seulement, ben c'est rien du tout. C'est pas un cliquet, ça bloque pas. Donc, c'est pas tout. Il en a inventé encore une autre. On attend les ordonnances. C'est, dites donc, le travail de nuit, là. C'est à quelle heure, la nuit? Nous, la nuit, on pensait que c'était 21h. On est sympa. Non. Lui, il pense que, quand même, la nuit, c'est à partir de 23h ou minuit, mon gars. Ils vont changer, donc, la législation sur les heures de travail et la rétribution des heures de travail de nuit. L'ordonnance devrait arriver. Voilà. Ça, je le redis pour tous ceux qui peuvent croire qu'il y a quelque chose de bon à attendre de cette bande-là. Non. Alors, vous verrez, après, ils viendront au congé payé. Mais c'est sûr. Vous êtes tout le temps en vacances dans ce pays. Quand vous les écoutez, les travailleurs français passent leur vie à se la couler douce. Et la journée, c'est à peine si on arrive à les capturer pour les faire travailler. Dans l'année, à la première occasion, les voilà partis en vacances. Et puis, à la première occasion, puis tout le monde, vous vous rendez compte, Légoutier, là, mon pote qui est là, il doit partir à 52 ans à la retraite. Et le conducteur d'une rame de métro, c'est pas un scandale, une chose pareille? Vous avez vu comme il se la coule douce, il est là, il fait de la politique. Moi, je leur dis à chacun autre qui se la coule douce, allez faire son boulot. Allez le faire, juste une semaine pour voir comment vous ressortez de là-dedans. Ce travail pénible, c'est normal qu'on ait voulu en raccourcir la durée. Bon, tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, maintenant, je vous redis. C'est toujours nous qui avons fait ça. Et le résultat, ça donne qu'on vit plus longtemps. Vous prenez l'allongement de la durée de vie et la réduction du temps de travail, et les deux marchent côte à côte. Et si on peut réduire le temps de travail et produire plus de richesses, c'est parce que les ouvriers et les ouvrières sont plus productifs qu'avant, et parce qu'ils ont des machines, et que les machines sont là pour libérer la peine des êtres humains. Elles sont là pour libérer, pas pour asservir. Et voilà pourquoi la courbe suit. Plus on réduit le temps de travail, plus les gens vivent vieux. Plus on rallonge la durée du travail, moins les gens vivent vieux. Eh bien maintenant, ça fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une dizaine d'années qu'on a commencé à augmenter le temps de travail en violant la loi de toutes les manières possibles, en vous créant des comptes épargne-temps qui fait qu'en réalité vous ne vous reposez pas, vous avez un compte, ça vous fait une belle jambe, et ainsi de suite. Et le résultat, on l'a sous les yeux. Pour la première fois, l'espérance de vie stagne. Je vais vous l'apprendre parce que vous ne le savez pas. Mais nous avons gagné, pendant le XXe siècle, 30 ans de vie. 30 ans de vie pendant le XXe siècle. Mais c'est pendant le XXe siècle que se sont menées toutes ces batailles pour la réduction du temps de travail. C'est pour ça qu'on a pu faire un bond pareil. Et maintenant, je vous dis, l'espérance de vie stagne. Aux États-Unis d'Amérique, qui est toujours le pays qui résume à lui tout seul toutes les horreurs qu'on peut faire aux autres, eh bien, l'espérance de vie recule. Et la stagnation de l'espérance de vie en France est un fait nouveau depuis un siècle. Ça ne s'était pas produit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, notre environnement tout plus que d'habitude. Mais il y a ce rapport avec le temps de travail. Alors, on les connaît par métier, on sait ce qui se passe. On sait bien que certains ont une durée de vie qui est extrêmement plus raccourcie que ceux des autres. On m'a fait une petite liste, je vous la lis à toute vitesse. Égoutier. Mortalité 2 fois plus importante avant 65 ans que le reste de la population. Infirmière, 7 ans d'espérance de vie en moins par rapport à la moyenne des femmes. Marin, 5 ans d'espérance de vie en moins par rapport à la moyenne des hommes. Ouvrier bûcheron, espérance de vie de 62 ans. Femme de ménage, selon une étude norvégienne, parce qu'on a tendance à considérer que femmes de ménage, bon, c'est tout juste, elles ne font pas ça pour leur plaisir. L'exposition des agents d'entretien aux produits chimiques nettoyants a les mêmes effets sur les voies respiratoires que fumer 20 cigarettes par jour. Restauration et services. Selon une étude, celle-là, les Belges, les serveurs ont 7 ans d'espérance de vie de moins que les ingénieurs et les cuisiniers 5 ans en moins. Donc vous voyez, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Adrien. Nous, on n'a jamais dit tout va très bien. C'est pas ça qu'on dit. On dit il y a trop de gens qui partent trop tard et trop pauvres. Mais trop tard.
Il faut donc raccourcir la durée du travail. Le dire, ce n'est pas être contre le travail, c'est être pour le choix du travail et la liberté d'utiliser son corps comme on l'entend. Voilà de quoi il est question dans cette affaire de temps de travail. Il s'agit ni plus ni moins que du processus d'humanisation. Le but de la société n'est pas de faire tourner l'économie pour qu'on puisse produire des choses qui ne servent à rien pour des gens qui sont en état de les payer, tandis que des choses qui sont indispensables ne sont pas accessibles aux autres. Le but de l'économie doit être de produire de quoi vivre dignement de son travail avec des objets qui servent à quelque chose sans saccager la planète. Réduire le temps de travail, c'est une mesure écologique.